Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Danielle Ritorto. Une veuve aisée, une auxiliaire de vie dépensière et un chauffeur pas très net. Tels sont les ingrédients de cette incroyable affaire qui se déroule à Menton, sous le soleil de la Côte d'Azur. Tout commence avec le décès brutal de Danielle Ritorto, une retraitée fortunée. À première vue, il s'agit d'une mort naturelle. Mais les enquêteurs ne font-ils pas fausse route ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Le crime que je m'apprête à vous raconter a bien failli ne jamais être révélé. Pourtant, il va devenir une affaire hors norme, aux multiples rebondissements. Tout commence en mars 2016, dans le cœur historique de la ville paisible de Menton. Bienvenue dans la perle de la France. C'est comme ça qu'on appelle Menton. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Menton, donc, c'est le soleil, c'est la Méditerranée. C'est aussi une architecture, j'allais dire, très élégante. Et puis, c'est à côté la cité ultra chic de Monaco. L'Italie à côté, voilà, c'est une très belle ville frontalière. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Avec une population de gens retraités et avec du pognon. Il y a des restes de jet-set. C'est la Riviera, la Côte d'Azur. Le charme, je veux dire, formidable de se poser face mer et de prendre du bon temps. C'est ici que vit Danielle Ritorto. Elle a 74 ans et elle est veuve depuis maintenant une quinzaine d'années. Elle coule des jours heureux et profite d'une retraite dorée dans son appartement huppé qui surplombe la mer. Elle vit dans ce qu'on appelle le carré d'or, c'est-à-dire une résidence, un quartier un peu chic de Menton. C'est l'endroit où il faut être, à Menton. On est soit là, soit sur les hauteurs. Et donc Danielle vit là, dans un 2 pièces, mais dans un 2 pièces très très chic en fait. Danielle vit dans une résidence plutôt bourgeoise, très agréable, sécurisée, avec un gardien. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Qui se situe dans le centre même de Menton, c'est-à-dire un peu entre le casino, les commerces, la plage. Donc une résidence très agréable. Et c'est dans ce décor enchanteur que Danielle va pourtant être retrouvée morte brutalement. Une mort inattendue qui marquera le début d'une enquête où les secrets vont se dévoiler les uns après les autres. Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut revenir sur l'histoire de Danielle. Jeune, elle travaille à Monaco dans le commerce chic et florissant de ses parents. Elle fréquente le beau monde et elle rencontre sur le tard celui qui va devenir son mari, Carmelo Ritorto. C'est un paysagiste renommé de la région. Danielle va épouser en secondes noces Monsieur Ritorto. Monsieur Ritorto a déjà 2 enfants et Danielle va vraiment prendre ses enfants comme étant les siens. Et ces 2 enfants, d'ailleurs, vont véritablement considérer Danielle comme leur propre mère et ils vont être très très proches tout au long de leur vie. Mais le conte de fées ne va pas durer. Après 20 ans d'union, Carmelo Ritorto meurt à tout juste 60 ans. Ses enfants sont maintenant adultes et ils vivent à l'autre bout de la France. Puis, les parents de Danielle décèdent à leur tour. La retraitée se retrouve alors très seule, mais elle hérite d'un joli patrimoine qui lui permet de garder son train de vie confortable.
Alors Danielle, qui n'a jamais vraiment travaillé, est en tout cas à l'abri. Elle est à l'abri parce qu'il y a, entre guillemets, ce qu'on pourrait considérer être une fortune familiale. Donc, elle est propriétaire de ce bel appartement. Et surtout, elle a beaucoup d'argent en banque. Elle a du cash. Alors, on a souvent dit que Danielle était millionnaire. C'est en partie vrai, mais c'est pas des millions. Elle est très aisée. En tout cas, c'est l'idée que les gens se sont fait d'elle. Et même si elle souffre de l'absence de son mari, la riche héritière veut profiter de la vie. Danielle est une épicurienne dans l'âme. Elle aime les dîners mondains, les galeries d'art et les sorties au casino. Et depuis plusieurs années, elle s'est entourée d'amis et de personnel de maison qui prennent soin d'elle à tour de rôle. C'est le cas de son amie Angela, avec qui elle passe régulièrement ses après-midi à jouer au Scrabble et à regarder leur feuilleton préféré devant une tasse de thé. Quand je l'ai connue, tout de suite, on a sympathisé. La vie de Danielle, une fois que son mari est mort, c'était quelqu'un qui invitait beaucoup de gens chez elle. Angela, amie de Daniel. Et notamment des femmes de ménage et des chauffeurs pour qu'on puisse l'amener au restaurant, faire des tournées vers la montagne, visiter, aller en Italie souvent. Elle aimait beaucoup l'Italie. Daniel Ritorto a une vie on ne peut plus paisible, entourée, presque comme la reine dans une ruche d'abeilles. Ça bourdonne. Qu'est-ce qui bourdonne? Ce sont le personnel de maison qui vit autour d'elle. Elle a énormément de personnel de maison. Alors attention, précision, on n'est pas avec des majordomes en gants blancs et des soubrettes avec des gentils tabliers immaculés. On est chez une femme qui a un certain pécule, qui vit plutôt bien, et ça se voit, et qui est entourée d'une ribambelle d'aide à domicile. Donc elle va avoir les pogologues, les kinésithérapeutes, les médecins, etc. Mais aussi à la maison. Elle va avoir quelqu'un pour l'aider à la cuisine, à faire le ménage, un chauffeur. En l'espace de 10 ans, Danielle voit se succéder une trentaine d'employés à son service. Laetitia en fait partie. Elle a ponctuellement travaillé pour elle comme chauffeur, mais elle est surtout devenue son amie au fil du temps. Moi, à l'époque où je la rencontre, il y a une femme qui s'occupe d'elle pour la maison, qui fait son ménage et ses courses. Laetitia, amie de Daniel. Qui lui fait à manger aussi pour le matin et le soir. Et ensuite, elle a une autre personne qui est chauffeur, qui s'occupe de l'amener à droite à gauche pour la faire voyager. Et dans ce personnel, il y a Roger. Avis Biton, avocat des parties civiles. Qui est un de ses chauffeurs préférés, qui est tout le temps à ses côtés, qui l'accompagne partout. Il porte beau, comme on dit. Il plaît aux petites dames, aux petites mamies. Et d'ailleurs, elle lui fait entièrement confiance. On le voit d'ailleurs, puisqu'elle va lui donner ses codes de carte bleue pour qu'il puisse aller lui faire des retraits, pour qu'il puisse aller lui faire des courses, etc. Quand elle m'a présenté ce monsieur, il m'a fait une excellente impression. C'est-à-dire bien, beau comme mec, une bonne stature, très respectueux, belle voiture. Bien sûr, il était jeune par rapport à elle, mais elle, c'était comme une gamine. Un béguin, c'est peut-être un peu trop fort, mais pour elle, elle pouvait fantasmer que c'était son mec, quoi. Voilà. La retraitée a visiblement un vrai coup de cœur pour son chauffeur attitré devenu un intime. Mais Danielle partage aussi des liens étroits avec bon nombre d'employés qui travaillent pour elle. Il y a notamment Bernadette, Céline, Joël ou Valérie. Et elle sait les récompenser à la hauteur de leur travail. Dans ce cercle, on pourrait presque appeler des domestiques, même si le terme est un peu impropre, il y a quelqu'un qui s'occupe de madame, c'est Valérie Pizzano.
Alors Valérie Pizzano, c'est une femme blonde, plutôt assez jolie d'ailleurs, qui s'occupe notamment d'aider à domicile Madame. Entre les deux femmes, le courant passe bien. Ces personnes-là vont devenir très importantes pour Daniel. Elle ne va pas hésiter à les inviter eux aussi au restaurant, à boire le café avec eux, à passer du temps avec eux. Voilà, c'est aussi de la compagnie. Eh bien, on rapporte que cette femme, elle avait le pourboire un peu facile. Un petit billet par-ci, un petit billet par-là. Ça va ajouter à sa réputation de millionnaire parce qu'elle a l'habitude de glisser le billet, quoi, comme on dit. Et elle peut parfois même être assez généreuse. Si Daniel est à ce point entouré, c'est à la fois pour combler la solitude, mais aussi parce que la riche héritière connaît de nombreux problèmes de santé et elle a besoin de personnel au quotidien. Daniel, en vieillissant, a de plus en plus de soucis de santé, notamment au niveau cardiaque. Elle peine de plus en plus à se mouvoir, bouger seule devient compliqué. Elle a également des soucis de diabète, de tension. Ah ben, elle pesait 130 kilos, elle avait du genou à la cheville les jambes bleues. Son corps est lourd, elle a du mal à se déplacer, elle perd le souffle, elle a le cœur qui s'emballe, elle a une canne, tout est effort, ne serait-ce que se lever ou se baisser d'une chaise. Voilà, donc elle avait des problèmes de santé et puis elle avait quand même 74 ans. Daniel a une santé fragile. Et si avec les années qui passent, elle a de plus en plus de mal à gérer ses soucis, il n'en demeure pas moins qu'elle aime son existence paisible. Pourtant, cette vie bien réglée va brutalement voler en éclats et de manière dramatique. Le matin du 30 mars 2016, une nouvelle femme de ménage vient prendre ses fonctions et elle se présente chez la riche héritière à l'heure dite, 9h15 précisément. J'arrive devant l'immeuble où habitait Daniel et je sonne au parlophone comme convenu. Femme de ménage de Daniel. Personne ne m'ouvre. Je trouve ça un peu curieux. J'insiste et je profite que quelqu'un sorte de l'immeuble et donc je rentre dans le hall et je vais voir le gardien directement. Donc il me dit on va monter voir. On monte et on sonne à la porte. Personne ne répond. Et il me dit ne vous inquiétez pas, j'ai un double. Donc il prend le double et on entre dans l'appartement. Tout de suite, on a une vue sur la chambre. On voit le corps de Daniel inanimé en travers du lit. Je me dis que c'est certainement un malaise. On appelle. Mais Daniel ne répond pas. En s'approchant, la femme de ménage constate que la vieille dame ne respire plus. Elle est visiblement déjà morte. Je sors de l'appartement, je vais m'asseoir un peu parce que dans ma tête, c'est un peu quand même... c'est assez choquant, je suis assez choquée. Donc on appelle les pompiers. Mais les pompiers sont déjà sur plusieurs interventions et ils ne peuvent venir dans l'immédiat. La femme de ménage et le gardien décident alors d'appeler la police. Roger, le chauffeur qui s'inquiétait d'être sans nouvelles de sa patronne, arrive à son tour. Et à ce moment-là, le chauffeur de Daniel arrive dans l'appartement. Il est assez choqué, bien sûr, mais on l'est tous. Alors, la police arrive en nombre. Donc, il y a du monde partout, les pompiers. On est nombreux dans l'appartement. Ils prennent nos identités, au gardien, au chauffeur et moi-même. Ils vont également assez rapidement appeler la belle-fille de Daniel afin d'en savoir un peu plus sur elle. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Et ils vont constater que Daniel en effet a ses problèmes de santé. Donc en fait, assez rapidement, ils vont conclure ou s'imaginer que Daniel serait morte naturellement d'une crise cardiaque.
C'est une mort naturelle, à l'évidence. Pourquoi? Parce que après un examen très rapide de l'appartement, Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. il n'y a pas de traces d'extraction, il n'y a pas de signe de fouille, il n'y a pas, visiblement de traces de lutte. Donc, il n'y a pas de cambrioleur. Elle a 74 ans, des gros problèmes de santé. Elle est morte de manière naturelle. Oui, c'est terminé. J'ai plus rien à faire ici. Même si tout porte à croire que Danielle est morte de sa belle mort, l'histoire est pourtant loin d'être terminée. Et elle va connaître de nombreux rebondissements. Dans un premier temps, le corps de Danielle est transporté à l'Institut médico-légal. Sur place, le médecin donne le permis d'inhumer. Dans son rapport, il est formel. Il situe sa mort au 29 mars 2016, soit la veille de sa découverte. Tout laisse à penser que la retraitée est morte d'une crise cardiaque. Mais un incroyable événement est sur le point de se produire, un rebondissement qui va tout remettre en question. Pour l'instant, l'heure est à l'annonce de la triste nouvelle et la police prévient l'entourage de la défunte. La belle-fille et le beau-fils de Danielle savaient qu'elle n'était pas en très bonne santé, mais malgré tout, ce décès est très brutal et ils ont énormément de peine lorsqu'ils l'apprennent. Ils étaient quand même très proches d'elle et même s'ils n'étaient pas proches géographiquement, ils s'appelaient très souvent. Donc la nouvelle de ce décès va fortement les affecter. J'étais choquée d'apprendre sa mort, mais en même temps, je me dis c'est pas possible parce que elle a trop de vie en elle. Et c'est trop quelqu'un qui aime la vie, c'est pas possible. Angela, amie de Danielle. C'était mon amie. Sincèrement, c'était mon amie. C'était une présence que je n'aurais plus jamais vue de ma vie, donc c'est comme ça. On n'oublie pas. Sa famille est dévastée. La mort de Danielle était prévisible, mais sa disparition brutale reste un choc pour ses proches. Ils commencent à organiser son enterrement à Menton. Et ils sont loin de se douter qu'ils sont sur le point de découvrir une information capitale sur les circonstances du décès de la riche héritière. Et arrive dès le lendemain de la mort de Danielle, son cousin, pour s'occuper des obsèques. C'était une des personnes les plus proches de Danielle, une des 2 seules personnes qu'elle avait couchées sur son testament. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et cette personne va effectivement faire le tour de l'appartement pour ranger des affaires personnelles. Et notamment, voilà, pour régler les problèmes de succession, cet homme va s'emparer du téléphone. Sur ce téléphone portable, il va recevoir une alerte l'informant que une probable fraude aurait été commise sur sa carte bancaire. Il y a un message émanant de la banque qui dit qu'il y a des soupçons de fraude sur votre compte. Et donc la banque, qui est jointe par le cousin Dominique, qu'est-ce qu'elle dit, la banque? La banque, elle dit, attendez, il y a 2 000 € de retrait. Ça pose question, 2 000 € de retrait. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a un paiement qui a été refusé, qui est de l'ordre de 3 800 € pour des jeux en ligne. Mais Madame Ritorto, elle ne jouait pas en ligne. Le cousin de Danielle va être très étonné par ces découvertes, d'une part par les montants, et ce qui va d'autant plus l'intriguer, c'est la date des retraits. Coup de théâtre magistral, on va s'apercevoir que les retraits ont été réalisés le 30 et le 31 mars. Mais ça peut pas être Madame Ritorto, parce qu'elle est morte. Donc, qui a la carte bleue? Que s'est-il passé? Immédiatement, le cousin de Danielle prévient la police. Avis Biton, avocat des parties civiles. Qui, évidemment, va mener des investigations pour identifier l'auteur des retraits. Pour la police, on change de registre.
On est sur l'escroquerie d'un mort, d'une morte pour être précis. C'est-à-dire que le cadavre n'est pas encore froid, qu'on essaie de lui piquer sa fortune. Aussitôt, les enquêteurs de la police judiciaire de Nice cherchent à identifier l'auteur des retraits. Et ils s'intéressent au cercle des proches, car la personne qui a retiré l'argent connaissait les codes de la carte bleue. Ils vont se renseigner auprès de la banque pour savoir où ont été faits ces retraits, ces tentatives d'achat. Alors ils vont voir que les retraits ont été faits sur 6 guichets, dont un à côté du domicile de Daniel. Les enquêteurs vont faire des réquisitions auprès des établissements bancaires afin de pouvoir visionner les enregistrements des caméras de surveillance des distributeurs de billets. Et ils vont très rapidement s'apercevoir que tous les retraits ont été effectués par une seule et même personne. Un homme d'une 50aine d'années, inconnu, mais qui ne se cache absolument pas. On n'est pas sur quelqu'un qui va chercher à se dissimuler, une cagoule ou je sais pas quoi. Non, non. On est face à quelqu'un qui non seulement ne se cache pas, mais qui en plus a le code de la carte bancaire. Les enquêteurs ne parviennent pas à l'identifier. Il n'est visiblement pas connu de leur service. Alors ils décident de convoquer le cousin qui a donné l'alerte. À son arrivée au commissariat, on lui présente les images de vidéosurveillance et pour lui, il n'y a aucun doute, il connaît cet homme. Et c'est ce cousin qui est proche de Daniel qui, en visionnant les vidéos, va reconnaître Roger, ce chauffeur qui était très proche de Daniel. Le cousin de Daniel est stupéfait. Il connaissait Roger, il savait qu'il était l'homme de confiance de Daniel. Effectivement, elle lui confiait la carte bleue et elle lui avait donné le code pour qu'il puisse aller faire ses courses. Il y a le sentiment d'une trahison. Enfin, c'est très choquant pour le cousin, c'est choquant pour la famille d'apprendre que finalement l'homme de confiance se révèle escroc. L'homme décrit au départ comme gentil et serviable, cacherait-il en réalité un double visage ? Pour tenter de le savoir, les enquêteurs se penchent sur sa personnalité. Que dit-on de lui dans son environnement ? Avait-il changé de comportement ces derniers temps ? C'est là qu'ils vont découvrir un drôle de personnage. Les policiers vont commencer à s'intéresser beaucoup à Roger. Ils vont d'abord aller se renseigner auprès de son entourage et notamment auprès de la mairie, son employeur. Et là, ils vont découvrir un autre profil. Et alors là, c'est superbe, c'est extraordinaire. Le chauffeur de madame, en fait, il n'est pas chauffeur de madame. Chut. C'est un travail dissimulé. Mais vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'il fait en réalité ? Il est employé à la mairie de Nice. Il s'occupe de l'entretien de la patinoire Jean Bouin. Mais c'est un employé qui est jamais là. Le chauffeur de madame, c'est Monsieur Malade. En fait, on va découvrir que c'est un petit margoulin, quoi. Il est en arrêt maladie depuis très longtemps parce qu'il est allergique aux produits utilisés pour redamer la patinoire. Et il va même avoir un autre problème. Décidément, la patinoire a quand même un environnement très hostile. Il va se découvrir une phobie psychologique de la surfaceuse. Vous savez, cette espèce de grosse machine qu'on passe sur les patinoires pour la rendre plus plane. Et donc, voilà, il va déclarer une énorme peur de cet engin. Les policiers comprennent qu'ils ont affaire à un homme malhonnête, à la fois menteur et profiteur. Alors ils s'interrogent sur son attitude au moment de la découverte du corps de sa patronne. Pourquoi est-il venu chez elle justement ce matin-là ? Ils auditionnent de nouveau la femme de ménage qu'il a croisée dans l'appartement. La police me convoque à Nice pour témoignage en fait. On me pose beaucoup de questions sur le chauffeur. Femme de ménage de Daniel. Qui m'a pas donné une bonne impression. Je décris un petit peu ce qui s'est passé, à savoir ces allées-venues entre la chambre et le salon, assez agitées et fouillant partout. On entend très bien le bruit des tiroirs et des placards.
Et avec le gardien, on échange des regards. Voilà, on trouve ça assez irrespectueux par rapport à Daniel, quoi. À partir de ce moment-là, les enquêteurs remettent en question leur première conclusion de mort naturelle. Ils pensent que, peut-être, il y a un crime crapuleux. Les enquêteurs sont convaincus que le chauffeur préféré de Daniel cherchait à s'emparer de sa carte bleue à ce moment-là. Mais aurait-il pu aller encore plus loin, jusqu'à tuer la veuve pour son argent ? Pour le savoir, ils demandent en urgence une autopsie. Et quand les résultats tombent, l'enquête prend une nouvelle dimension. D'abord, Madame Ritorto, et c'est important, elle a un hématome à la tête. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et on se demande, c'est écrit dans le rapport d'autopsie, si cet hématome à la tête ne correspond pas à une chute ou, ce que disent les médecins, à l'intervention d'un tiers, dans leur jargon, ça veut dire, ou si on ne l'a pas poussé, pour lui fracasser la tête. Ça, c'est le premier point. Quant à l'origine de la mort, on parle de suffocation. Madame Ritorto serait morte asphyxiée. Il réalise en fait que Daniel aurait été étouffé. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Et de façon assez violente, puisqu'elle a également des fractures aux vertèbres. Avec ces premières conclusions, on passe d'une escroquerie à une enquête pour meurtre. En examinant le corps, le légiste découvre sous les ongles de la vieille dame les traces d'un ADN. C'est sans doute la preuve qu'elle a cherché à se défendre. Pour l'instant, il s'agit d'un ADN inconnu, mais il pourrait bien se révéler comme étant la clé de l'énigme. Quant à l'examen toxicologique, il donne une information plus accablante encore sur les circonstances de la mort de Daniel. Dans ces analyses, on va retrouver évidemment beaucoup de médicaments, puisque Daniel était malade, qu'elle prenait des traitements, mais on va retrouver 2 molécules qui ne correspondent pas à ces prescriptions, des molécules d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Des traces de Seresta, qui est un anxiolytique, et des traces de Mogadon, qui est un somnifère. Donc ça, ce sont des médicaments qu'elle ne prenait jamais. Ça va être confirmé par la famille, par les médecins. C'est un véritable coup de théâtre. C'est ni plus ni moins la preuve par A plus B que Madame Ritorto a été droguée. En clair, on lui a mis des cachets pour la faire dormir et après, on l'a tuée. Donc les enquêteurs ne sont plus sur la piste d'un meurtre, d'un homicide, mais plutôt d'un assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. Daniel aurait donc été empoisonné. Et pour les enquêteurs, le suspect numéro 1, c'est le chauffeur. Ils ont la preuve de son escroquerie et il est suffisamment proche de Daniel pour pouvoir la droguer à son insu. Suite à la découverte de ces éléments-là, des produits, des molécules, l'autopsie. Adam Creed, avocat de la défense du chauffeur. Et les photographies des caméras sur les retraits bancaires. Donc l'enquêteur se sont dirigés vers l'auteur principal. Au départ, c'est Roger. Et c'est là, Roger, il a été interpellé à son domicile. Le chauffeur est placé en garde à vue. Aussitôt, les enquêteurs l'interrogent. Est-ce bien lui qui est à l'origine des retraits frauduleux sur le compte de sa patronne? Serein, Roger répond sans la moindre hésitation. Quand on l'a confronté à ces retraits, il a dit « Oui, je suis un homme de confiance, j'ai la carte bleue, j'ai le code secret, j'ai à aucun moment volé cette carte. » Et puis les policiers vont le confronter aux images de vidéosurveillance des distributeurs automatiques. Avis Biton, avocat des parties civiles.
Et ils vont lui dire, mais comment vous expliquez avoir fait tous ces retraits juste après le décès de Daniel? Ça n'est plus pour elle à ce moment-là. Son explication, c'est qu'il ne s'agit pas d'un vol. C'est-à-dire, au moment où il est rentré dans l'appartement, il a vu le corps de son ami décédé. Il a eu, en quelque sorte, un choc émotionnel. Il a vu la carte bleue sur la table de Daniel, il l'a prise. Et donc, en fait, pour lui, c'est un dédoublement de personnalité. Suite à choc émotionnel, il est allé retirer de l'argent. Voilà l'explication qu'il a donnée aux enquêteurs. Face à cette explication pour le moins étrange, les enquêteurs tentent de le pousser dans ses retranchements. Ils en sont convaincus, c'est lui l'assassin, et il a un mobile, l'argent. Il a immédiatement nié les faits, il a dit qu'il était étranger à ce décès. Pour lui, c'est une amie, il l'aimait, il est tout le temps avec elle, il s'inquiétait pour sa santé, et à aucun moment il a commis cette infraction. Le chauffeur de maître, il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et la police, elle le croit. Car de nouveaux éléments viennent de tomber, l'analyse de son bornage téléphonique. À l'heure de la mort, qui a été fixée la veille de la découverte du cadavre, le chauffeur de maître, le suspect, il n'était pas à Menton, du tout. Il était à Nice, c'est-à-dire bien loin de Menton, à 40 minutes en voiture. Le 29 mars, le téléphone du chauffeur ne borne pas chez sa patronne. Et une preuve de taille vient confirmer son innocence. Son ADN ne correspond pas à celui qui a été retrouvé sous les ongles de Daniel. À l'issue de sa garde à vue, Roger ressort donc libre. Il sera jugé pour les vols et les escroqueries, mais il est mis hors de cause dans la mort de la veuve. De leur côté, les policiers n'ont plus de suspects. L'enquête repart à zéro. Qui a tué la riche héritière? Une chose est sûre, l'auteur du crime appartient au cercle proche de Daniel, car elle a forcément été droguée par quelqu'un de son entourage. Les enquêteurs recherchent si Daniel aurait pu avoir des ennemis, ou aurait pu avoir des personnes qui lui en voulaient ou qui en seraient après son argent. Ils vont donc interroger tout son entourage, que ce soit ses proches ou les membres de son personnel. Et si, parmi le petit personnel de maison qui gravite autour de Madame Ritorto, et s'il n'y avait pas des jaloux qui lorgnaient sur le pactole de Madame, ceux qui font les courses, les aides à domicile, les chauffeurs, qui sont susceptibles d'avoir les clés, d'avoir le code, de savoir comment on peut rentrer à l'intérieur de la résidence. Qui pourrait lui en vouloir? La police questionne le personnel de Daniel, mais aussi ses anciens employés. Les interrogatoires s'enchaînent et les enquêteurs sont stupéfaits. Ils découvrent une nouvelle facette de la riche héritière assez inattendue. Et là, on va avoir un portrait un peu différent de Daniel. Donc, c'est-à-dire que de Daniel, la femme du monde, va un peu se substituer Tati Daniel. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire qu'en fait, les enquêteurs vont se retrouver face à des témoignages qui vont au contraire raconter une femme plutôt acariâtre, grippe-sous, pouvant avoir des comportements assez méprisants à l'encontre du petit personnel, et se rendre compte d'ailleurs que s'il y avait un turnover aussi important chez les personnes qu'elle employait, c'est précisément parce qu'elle était parfois extrêmement désagréable. Fallait tenir au service de Tati Daniel. Il avait un côté quand même autoritaire, hein. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait ça comme ça? Est-ce qu'il te reste quelque chose à faire? Quand est-ce que tu reviens la prochaine fois? Angela, amie de Daniel. Mais c'était pas dit sur un ton gentil ou n'importe. Voilà, c'était plutôt des directives. Elle m'a raconté, par exemple, qu'il disait au chauffeur « Tu conduis pas bien, garde bien ta droite, tu vas trop vite, tu vas trop lentement ».
Et donc, il y en a qui l'ont carrément insulté et qui l'ont carrément laissé comme ça dans la rue, que ce soit en Italie ou en France. Du coup, on se dit parmi ces gens, y a-t-il quelqu'un plus humilié qu'un autre qui ait décidé d'en finir avec Tati Daniel? La retraitée, capable du meilleur comme du pire. Certains auraient même rendu leur tablier. Alors avait-elle des ennemis parmi sa garde rapprochée? Au fil des auditions, Daniel apparaît comme un personnage complexe. Certains la détestaient, d'autres acceptaient plus facilement son caractère. Alors moi, quand la police m'appelle, ils essayent un petit peu de savoir ce qui se passe dans sa vie au quotidien. Laetitia, amie de Daniel. Daniel n'est pas forcément difficile à gérer, c'est simplement que bon, elle paye les gens, elle veut des résultats entre guillemets. Donc oui, il y a des fois où il y a des petites phrases qui peuvent être dites, mais honnêtement, ça va, je la trouve. C'est quelqu'un avec une grande empathie, une grande générosité. Donc je peux pas dire que c'était Tati Daniel, pas du tout. Mais les interrogatoires se poursuivent et les langues commencent à se délier. Et il y a un nom qui revient sur toutes les lèvres. Celui de la jolie blonde qui s'occupe du ménage chez Daniel. Et son personnage intrigue les enquêteurs. Il y a, dans cet environnement immédiat, une drôle d'histoire qui circule. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a, auprès de madame, une femme, Valérie Pizzano. Alors Valérie, elles ne se connaissent finalement que depuis 3 mois. Valérie s'est présentée comme femme de ménage, mais Valérie ne présente pas du tout comme une femme de ménage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans la région la cagole, en fait. C'est la belle blonde, en fait, que l'on attend de voir effectivement sur la côte. Mini-jupe, aux talons. Elle est venue se présenter comme femme de ménage, habillée comme s'il allait en boîte de nuit. Donc déjà, je me suis dit, elle se trompe de lieu. Tresse à l'africaine, là, machin, des yeux comme ça, maquillés, une bouche, des ongles. Je me suis dit, elle aura du mal à faire du ménage avec des ongles comme ça. Et puis voilà, mais ça, c'est pas méchant, mais je veux dire, de femme à femme, on fait des critiques comme ça, hein. Elle m'a pas du tout, dès le départ, inspiré confiance, justement, de la façon qu'elle était habillée. L'histoire entre les deux femmes commence en janvier 2016, 3 mois avant la mort de Daniel. Valérie vient de se faire embaucher comme aide à domicile. La confiance s'instaure et rapidement, elle lui fait part de ses problèmes d'argent. Valérie Pizzano, elle va voir sa patronne et elle lui dit, bon, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, est-ce que éventuellement vous pourriez m'avancer 1 600 €? J'ai une mauvaise passe, mais je vous rembourserai. Et madame lui dit, ok, a priori, ça va plutôt bien. Mais il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas prévu au programme. C'est qu'il y a 3 chèques. 3 chèques qui ont disparu de chez madame. Un jour, au détour d'un café, elle me confirme ses inquiétudes par rapport à des chèques qui ont été volés. Et bon, elle pense que c'est Valérie, son auxiliaire de vie. Parce que Valérie a quand même accès à pas mal de choses dans la maison et elle a accès à son chéquier. Donc elle pense que c'est Valérie. Elle s'estime volée. Elle ne comprend pas pourquoi Valérie lui fait ça, puisque si elle veut de l'argent, elle a juste à le demander, puisque de toute façon, elle lui a déjà fait un premier prêt. 3 chèques d'un montant de 600 et quelques euros. Sauf que là, c'est du vol. Au total, Valérie lui doit 2 200 €. Les enquêteurs découvrent que Daniel avait déposé une main courante, mais sans l'en informer, et elle lui aurait demandé de lui rendre l'argent dans les plus brefs délais. Les semaines passent et la retraitée ne voit pas le début d'un remboursement. Alors elle aurait pris une décision radicale. Elle s'en serait ouverte à son amie Angela, peu de temps avant sa mort. Alors, à propos donc de ces chèques, elle m'avait dit qu'elle avait déposé
main courante, et qu'elle avait menacé Valérie, s'il ne lui rendait pas l'argent, de déposer plainte. Elles avaient pris donc rendez-vous le mardi 29 mars 2016. C'est-à-dire pile le jour où Daniel a été assassiné. Curieuse coïncidence. La veuve aurait donc lancé un ultimatum à son aide à domicile et il était convenu que les deux femmes se retrouvent le 29 mars pour mettre en place un échéancier. Face aux enquêteurs, Angela va faire une nouvelle révélation. Elle se souvient d'une anecdote pour le moins troublante. Alors, le coup de fil, elle me dit, écoute, j'ai dit, pourquoi tu as une voix comme ça, tu es fatiguée? Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas si je dois t'en parler. J'ai dit, écoute, oui, tu me téléphones. Et raconte, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Elle m'a dit, écoute, il y a 10 jours, Valérie, elle est venue avec un chauffeur et j'ai mangé une tranche, on m'a offert une tranche de gâteau et je suis tombée comme une masse par terre. Dans sa tête à elle, c'était précis qu'on lui avait mis quelque chose dans le gâteau. Je ne suis pas médecin. Est-ce que c'est possible que de manger un morceau de gâteau, on puisse tomber comme ça? Et je suis sûre que depuis, elle se sentait mal, qu'elle se sentait fatiguée, elle se sentait très faible. À la lumière des analyses toxicologiques de Daniel, cette histoire de gâteau fait froid dans le dos. La police est maintenant convaincue que Valérie a cherché à empoisonner la riche héritière. Mais pour l'instant, les policiers n'ont que des témoignages et il leur faut une preuve solide. C'est le téléphone de la suspecte qui va les y aider. Les enquêteurs vont s'intéresser à la téléphonie de Valérie et vont découvrir que le jour du décès de Daniel, le téléphone de Valérie bornait tout proche de chez elle. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Ils découvrent que les deux femmes se seraient parlé au téléphone pendant environ 10 minutes et qu'après ce coup de fil-là, le téléphone de Valérie ne cesse de borner aux antennes relais proches de la maison de Daniel entre 12h45 et 15h15. Elle est donc clairement la dernière personne à avoir vu Daniel. Et donc là, les dettes, l'ultimatum, la téléphonie, c'est quasiment joué maintenant. Après des mois d'enquête dans plusieurs directions, la police a maintenant acquis la certitude que Valérie Pisano a assassiné sa patronne, avec pour mobile l'argent. Le 9 mai 2017, 14 mois après la mort de Daniel, les enquêteurs passent à l'action. Les policiers vont chercher Valérie Pisano, l'aide à domicile, et ils perquisitionnent chez elle. Et là, bingo, la perquisition, valeur, données, des éléments cruciaux. Ils vont découvrir deux choses intéressantes. Premièrement, ils vont découvrir des médicaments avec des molécules d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Avis Biton, avocat des parties civiles. Qui sont exactement les mêmes molécules qu'on a retrouvées lors de l'autopsie dans le corps de Daniel. Deuxièmement, les policiers vont retrouver les ordonnances de ces médicaments et ils vont se rendre compte que ces ordonnances ont été faites à une date très rapprochée du crime. Ça veut dire qu'elle a fait des ordonnances ou elle a obtenu des ordonnances avant la mort de la victime. Et ça, c'est accablant. Pour les enquêteurs, c'est la preuve que Valérie avait prévu de droguer Daniel à son insu. Il leur manque pourtant un élément solide pour la relier au crime. Ils ont la conviction que c'est elle la coupable, mais l'employé pourrait bien s'en sortir. Au début de la garde à vue, l'enjeu est considérable. Ils commencent par lui prélever son ADN. Ils veulent le comparer aux traces ADN qu'ils ont retrouvées sous les ongles de Daniel. Ces prélèvements, ils vont les envoyer du coup au laboratoire afin qu'ils soient expertisés et le résultat n'est donc pas immédiat. Ils vont commencer à interroger Valérie en attendant ces résultats-là. L'audition démarre.
Les enquêteurs doivent à tout prix la faire avouer avant qu'elle ne leur échappe. Alors, ils misent tout sur la preuve de sa présence chez sa patronne, le bornage téléphonique. Mais l'interrogatoire ne se passe pas comme prévu. Valérie Pisano, sûre d'elle, va même tenter de les convaincre qu'ils font fausse route. Au début, Valérie ne se démonte pas du tout. C'est-à-dire qu'elle dit non, pas du tout. Enfin voilà, moi, je peut-être la dernière personne à l'avoir vue, mais bon, je l'ai laissé parfaitement en vie. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Mais attendez, vos différents financiers. Et Valérie va nier les différents financiers. Et Valérie, elle dit, vous me parlez d'une main courante, mais cette main courante, c'est parce qu'elle était folle. Personne ne vous l'a dit durant l'enquête. Elle était complètement folle, elle racontait n'importe quoi. Elle était capable de faire même des coups de pression comme ça pour nous obliger à travailler plus. Valérie a visiblement réponse à tout. Les enquêteurs vont-ils parvenir à la faire avouer ? Rien n'est moins sûr. Ils décident donc de changer de tactique et de la mettre face à ses mensonges. Ils lui présentent la preuve qu'elle a encaissé l'échec volé. Coincée, Valérie finit par reconnaître l'emprunt et les vols. Mais pour sa défense, elle explique qu'elle était endettée, qu'elle ne parvenait plus à s'en sortir avec ses enfants. En revanche, pour le meurtre de Daniel, elle nie catégoriquement, sauf qu'un nouvel élément vient de tomber. Et là, la garde à vue bascule. La police vient de recevoir les comparaisons ADN. Le résultat est sans appel. C'est bien l'ADN de Valérie qui a été retrouvé sous les ongles de Daniel. Acculé, l'employé change alors de version. Et voici ce qu'elle raconte. Et là, Valérie va essayer de donner une explication en disant « Oui, j'ai eu une altercation avec elle, elle m'a attaqué ». Il y a eu une altercation, dit-elle. Pourquoi ? Parce que Madame Ritorto, qui lui avait prêté de l'argent au préalable, exigeait que son aide à domicile, dit Valérie Pisano, travaille gratuitement pour la rembourser. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et ça, c'était pas convenu comme ça, d'autant plus, dit Pisano, que moi j'avais donné des sacs à main de luxe en contrepartie, en gage, si vous voulez. Donc, ça s'est tendu brusquement. Valérie lui dit « Bon, je vais quitter votre service. C'est la dernière fois que je viens aujourd'hui, vous ne me reverrez pas. » Et donc là, Valérie dit, et ça a énervé immédiatement Daniel, qui, alors que je lui tournais le dos, me donne un énorme coup de canne dans le dos. Boum, Daniel aurait frappé Valérie à ce moment-là, lui donne un coup de canne. Valérie Pisano affirme que il fallait la calmer, parce que ça prenait une tournure un peu bizarre. Donc, elle aurait drogué sa patronne, mais drogué au sens pour la relaxer. Valérie explique que malgré le coup de canne, elle aurait quand même décidé de rester. Par rancunière, elle lui aurait même préparé une tasse de thé. Elle aurait écrasé un demi-cachet d'anxiolytique et un demi-cachet de somnifère pour qu'elle se détende et accepte simplement de la laisser partir. Daniel aurait bu son thé et elle se serait calmée. Les deux femmes vont dans la chambre, allument la télévision et regardent leur feuilleton quotidien, les feux de l'amour. Donc elles regardent les feux de l'amour. Et c'est à la fin du feuilleton que Valérie dit, je me décide à lui dire, maintenant je m'en vais, c'est fini, je ne reviendrai pas. Et Daniel, qui était sur son lit, me saute dessus, dira-t-elle, quasiment, m'empoigne, m'attrape par les cheveux, me fait extrêmement mal, et en disant non, 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 tu me dois des heures de ménage, enfin voilà. Valérie dit, mais elle hurlait, Daniel était comme en furie. Et enfin, Valérie avoue, elle n'aurait pas supporté les cris de sa patronne, elle voulait la faire taire, alors elle l'aurait étouffée. Et là, elle dit, j'ai pris un coussin, il fallait que ça cesse, il fallait l'empêcher de hurler.
Ce sont ses termes. Et donc, elle appuie le coussin sur cette dame de 74 ans. Valérie explique qu'elle place ce coussin sur le visage de Daniel seulement avec l'intention de la faire se taire, qu'elle arrête de hurler. Et quand elle l'enlève, elle réalise que Daniel ne bouge plus. Elle va aller chercher un verre d'eau et lui lancer à la figure en espérant que ça la réveille, mais elle constate que ça n'a pas d'effet. La version de Valérie, c'est de dire que la mort de Daniel était accidentelle. Sa seule intention était de faire qu'elle cesse de crier, mais elle ne voulait absolument pas tuer sa patronne. Devant les enquêteurs, Valérie parle d'une dispute qui aurait mal tourné. Elle n'imaginait pas un instant que sa patronne ne respirait plus. À ce moment-là, elle aurait été prise de panique et aurait quitté l'appartement. À l'issue de ses aveux, Valérie Pisano est placée en détention provisoire. Mais sa version ne convainc pas du tout la police. L'enquête continue avec plusieurs zones d'ombre à éclaircir. Et les enquêteurs, eux, sont très sceptiques. Pourquoi ? En raison de l'obésité de la victime. On nous décrit une sorte de bagarre, de scène de catch. Elle pesait dans les 120-130 kilos. Elle ne tenait pas debout. Elle ne pouvait pas donc se jeter sur elle. Il n'y a pas de raison pour que Daniel ait eu la force de se soulever tout à coup et de tirer les cheveux, de frapper une femme de 50 ans en pleine forme. Donc c'est pas crédible en fait. Et puis les enquêteurs savent que le comportement de Valérie juste après le meurtre n'est pas le comportement de quelqu'un qui, par inadvertance, a causé un accident grave. Elle prend le temps de ranger. Les chaussons de Daniel étaient bien posés à côté de son lit. La tasse dans laquelle elle avait bu le thé avec l'anxiolytique avait été débarrassée et lavée, comme pour effacer des traces. Elle n'appelle pas les secours et elle repart tranquillement, comme si de rien n'était. Pour la police, le fait d'avoir drogué Daniel prouve que Valérie a bien prémédité son geste. Elle est donc renvoyée aux assises pour assassinat. Elle risque la perpétuité. Nous avons contacté son avocat, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Valérie Pisano maintient sa version de l'accident. Ce sera donc au juré de trancher. « 1er juillet 2020, 4 ans après la mort de la riche héritière, le procès de Valérie Pisano et de Roger, le chauffeur, s'ouvre à la cour d'assises de Nice. Dès l'ouverture des débats, le président appelle Roger à la barre. Il est accusé de vol et escroquerie. Les proches ont hâte de voir comment il va se défendre. Il dit vraiment, j'étais tellement triste, j'aimais tellement cette femme. Il va jouer, voire surjouer, diront certains, l'attachement à Daniel. On est à deux doigts de l'entendre dire c'était pour lui rendre hommage que je lui ai piqué du pognon quand même. Hein. Donc il y a eu cette double personnalité. Adam Creed, avocat de la défense du chauffeur. Qui a réagi et qui a dit bon, moi je vais prendre tout ce que je trouve devant moi. C'est ça son argumentation. Il a eu un comportement irrationnel, qui dépasse la logique des choses. Cette explication-là, elle ne satisfait absolument pas la famille. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Qui a du mal à comprendre comment il a pu agir comme ça, comment il a pu trahir la confiance que Daniel avait en lui. C'est maintenant au tour de Valérie d'être entendue. Dans le box des accusés, elle est visiblement effondrée. Valérie Pisano, à l'audience, c'est un peu l'ombre d'elle-même, c'est-à-dire que c'est un nouveau personnage. Elle regarde ses enfants comme une mère de famille attendrie, elle pleure, beaucoup. À chaque fois, elle s'arrêtait, elle disait « je suis désolée, je regrette ce que j'ai fait ». Donc elle n'a pas le profil d'un criminel. Valérie jure qu'elle ne souhaitait pas la mort de Daniel. Mais face au juré, elle va faire une déclaration stupéfiante.
et changer une nouvelle fois de version. À ce moment-là, coup de théâtre magistral, elle dit, à propos de ces médicaments, je ne m'en souviens plus, mais si c'est arrivé, c'est certainement à la demande de la victime qui aurait réclamé un anxiolytique et un somnifère. Bref, je n'ai pas drogué ma patronne et je ne l'ai surtout pas empoisonnée. Évidemment qu'elle cherche à éviter la notion de préméditation. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Qui est contenue dans le verre empoisonné finalement. Alors, est-ce une stratégie de défense pour échapper à la perpétuité? Ou Valérie a-t-elle tout oublié comme elle le prétend? Cette explication réussira-t-elle à convaincre les jurés? L'avocate générale a une formule formidable pour résumer l'affaire. Elle dit, dans cette affaire, il y a l'argent. Il y en a une qui en a, c'est la retraitée. Il y en a une autre qui n'en a pas, c'est l'aide à domicile. Et il y en a un autre qui n'en a jamais assez, c'est le chauffeur. Et pour le ministère public, l'assassinat ne fait aucun doute. Et donc, par voie de conséquence, l'avocate générale réclame 25 ans de réclusion pour Valérie Pizzano et elle réclame 3 ans de détention pour le chauffeur. Le jury se retire et après 3 heures de délibération seulement, le verdict tombe. Roger, le chauffeur de Daniel, écope d'une peine de 2 ans de prison ferme et 50 000 € d'amende. Valérie Pizzano, elle, est condamnée à 18 ans de prison pour meurtre. La préméditation n'a finalement pas été retenue, faute d'éléments suffisants. Une décision qui déçoit les proches de Daniel. Finalement, ils ont presque plus de questions à l'issue du procès qu'ils en avaient en arrivant, puisqu'ils ne savent pas si Valérie lui a donné volontairement et à son insu un cachet. Et faire le deuil dans ces conditions-là, bien évidemment, est très, très compliqué pour eux. De toute façon, il n'y a pas une peine qui équivaut à la vie de quelqu'un. C'est tout. Parce que maintenant, elle pourrait être encore vivante, Daniel. Hein? Et vous saurez combien de bouffe on aurait pu faire ensemble, combien de rires, combien de musique on aurait pu écouter ensemble, combien des fois on se serait engueulé. Oui, bien sûr. Mais elle serait vivante. Hein? Elle ne l'est pas. Moi, c'était une amie très chère à mon cœur. C'était un peu comme ma grand-mère de cœur. Laetitia, amie de Daniel. Je lui racontais un petit peu tous mes déboires au quotidien et elle me faisait du bien, on parlait. Voilà. Elle a toujours été là pour moi, donc j'ai encore beaucoup d'affection pour elle. Je sais que de là où elle me fait un petit coucou. Parce qu'elle me disait « Coucou Angela, tu arrives ?» Ben j'arrive. Voilà. Aujourd'hui, Valérie est toujours en détention. Le chauffeur est sorti de prison et n'a plus jamais fait parler de lui. Quant aux proches de Daniel, ils gardent en eux le souvenir d'une femme de caractère et pleine de vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Le vent froid de décembre balayait les rues étroites de Lyon, glissant entre les immeubles serrés comme un souffle invisible chargé de secrets. Une ombre s'était glissée dans les recoins d'un quartier où les passants pressés ne levaient jamais les yeux, où les lampadaires, fatigués et ternes, peinaient à éclairer les pavés usés par des siècles de pas anonymes. C'est dans cette ville, vibrante mais indifférente,
qu'un adolescent de 15 ans disparut, sans bruit, comme emporté par la nuit elle-même. Son nom n'était au début qu'une note dans un carnet de la police, un incident parmi tant d'autres, mais ce qui semblait banal allait se transformer en un cauchemar qui hanterait des dizaines de vies. Le lycée où il étudiait, un bâtiment ancien en pierre, portait encore les stigmates de sa construction du XIXe siècle. Les couloirs, étroits et glacials en hiver, résonnaient du pas des élèves et du murmure des secrets qu'ils ne partageaient jamais. C'est là que son absence fut remarquée pour la première fois. Aucun bruit, aucun cri, juste un bureau abandonné et un sac posé comme si l'adolescent avait prévu de revenir d'un instant à l'autre. Mais les jours passaient et l'inquiétude grandissait. Les enseignants notaient son absence, les amis évoquaient des rumeurs banales, mais personne ne pouvait imaginer l'ombre qui s'était abattue sur sa famille. Dans la petite maison où il vivait avec sa mère et son frère cadet, le vide qu'il laissait était palpable. Les repas restaient froids, les chambres silencieuses, et chaque objet semblait porter la trace de sa présence disparue. La mère, une femme dure mais fragile, s'accrochait à chaque indice, chaque appel téléphonique, chaque promesse d'information. Les policiers, pourtant méthodiques, avaient devant eux une énigme complexe. Pas de témoins directs, pas d'empreintes évidentes, rien qui puisse guider leur enquête avec certitude. La première semaine fut celle de l'espoir et du doute. Des rumeurs d'enlèvement circulaient dans le quartier, des histoires de fugues d'adolescents qui avaient mal tourné, des menaces anonymes laissées sur des répondeurs. Mais aucun fil ne semblait solide. Chaque piste menée par la police aboutissait à une impasse. Des interrogatoires sans révélation, des téléphones silencieux, des caméras de surveillance tournant au hasard, capturant seulement des silhouettes floues et indéfinies. C'était comme si la ville elle-même avalait les indices, les dispersait dans le vent, les transformait en poussière. Un détail pourtant échappa à l'attention de tous. Le journal intime de l'adolescent, oublié dans un recoin de la bibliothèque de l'école. Entre les pages jaunies et les annotations griffonnées à la hâte, un motif récurrent apparaissait, une obsession silencieuse pour un banc isolé près du Rhône, pour un passage secret qu'il semblait connaître depuis toujours. Les lignes décrivaient ses promenades, les conversations entendues, les regards croisés, tout avec une précision presque obsessionnelle. À ce moment-là, personne ne réalisait encore que ces mots seraient la clé qui ouvrirait, des années plus tard, la porte de toute la vérité. Pendant ce temps, dans l'ombre, les enquêteurs commençaient à assembler des fragments de vie et de lieux. Le quartier, avec ses cafés vides et ses ruelles étroites, racontait une autre histoire. Des témoins parlaient de silhouettes observant, de voitures inconnues stationnant trop longtemps devant des maisons familières, d'adultes aux regards insistants. Tout semblait insignifiant et pourtant, chaque détail se révélerait crucial. Les enquêteurs sentaient que le tissu de la réalité s'effilochait, laissant apparaître des motifs qu'ils n'avaient jamais imaginés. Le climat social de Lyon à cette époque ajoutait une couche d'ombre supplémentaire. La ville vivait une période de tension, petite criminalité, conflits de voisinage, familles éclatées, jeunes laissés à eux-mêmes dans des rues qui ne pardonnaient pas. Dans ce contexte, la disparition d'un adolescent ne pouvait être qu'un chiffre parmi d'autres, sauf que quelque chose, dans la minutie de ses notes et dans la fragilité de sa présence, allait transformer ce simple incident en un récit profondément humain, un miroir de nos peurs et de nos faiblesses. Et c'est ainsi que, dans la froideur d'un hiver lyonnais, commença l'enquête qui révélerait les ombres derrière les visages familiers. La police multipliait les patrouilles, interrogeait les voisins, traquait les témoins, mais la clé de l'énigme restait invisible. Chaque jour, la tension montait, chaque nuit, l'inquiétude devenait tangible, presque palpable. Les parents de l'adolescent vivaient dans un état de veille constante, scrutant chaque porte, chaque fenêtre, chaque silhouette dans les rues illuminées par les lampadaires. Et puis, un après-midi, alors que le soleil hivernal tombait bas sur les toits de la ville, un petit détail insignifiant fit basculer l'enquête. Une page du vieux journal, mal reliée et oubliée sous une pile de manuels scolaires, révélait un symbole étrange, un signe que seul l'adolescent semblait comprendre. Ce petit signe, presque imperceptible, allait devenir le fil rouge, le guide qui mènerait les enquêteurs au cœur d'un mystère qu'aucun logiciel, aucune caméra, aucun interrogatoire n'aurait pu dévoiler. Le rythme de la ville continuait, indifférent aux vies brisées, mais à l'intérieur des murs de l'école, du commissariat et de la maison familiale, le temps semblait suspendu. Les jours, les semaines et les mois s'écoulaient, mais le journal, discret et silencieux, contenait la vérité,
attendant seulement qu'un œil attentif, une intuition ou une persévérance obstinée viennent la libérer. La scène était posée, un adolescent disparu, une ville complexe et indifférente, un journal oublié et un indice minuscule mais crucial. Tout le reste ne serait que la descente dans un labyrinthe de révélations, de confrontations et de vérités trop longtemps cachées, jusqu'au moment où la lumière percera enfin l'obscurité. Le journal avait été déplacé avec précaution vers le bureau de l'enquêteur chargé du dossier. Un homme aux traits marqués par des années de service et de confrontation avec le pire de l'humanité. Il ne croyait pas aux coïncidences et savait que chaque détail, chaque mot griffonné sur ces pages jaunies, pouvait être un fil menant directement à la vérité. Les symboles, les annotations en marge, les noms et les lieux mentionnés à demi-mot. Tout semblait chaotique au premier regard, mais son esprit méthodique percevait un ordre invisible, une logique qui ne demandait qu'à être révélée. Il commença par cartographier chaque indication du journal. Le banc près du Rhône, la ruelle étroite derrière la bibliothèque, la vieille usine abandonnée à l'est de la ville. Chaque lieu était minutieusement noté. L'adolescent, à travers ses écrits, semblait tracer une carte secrète de Lyon. Un réseau de lieux connus de lui seul, des endroits où il avait croisé des regards qui l'avaient effrayé, des mots entendus dans des conversations d'adultes qu'il ne comprenait pas complètement, mais dont il percevait la gravité. L'enquêteur savait qu'il devait comprendre le fil rouge de ses observations. Parallèlement, la famille continuait de vivre dans un mélange d'espoir et de désespoir. La mère, chaque matin, vérifiait les numéros de téléphone, les annonces de disparition, les appels à témoins sur les journaux locaux. Le frère cadet, trop jeune pour comprendre pleinement, ressentait seulement une absence écrasante, comme un vide que rien ne pouvait combler. Le quotidien s'était transformé en un cycle obsédant de recherches et de questions sans réponse, et chaque bruit dans la maison pouvait déclencher une panique silencieuse. L'enquête, déjà complexe, se compliqua davantage lorsque des témoins commencèrent à se manifester, chacun apportant des fragments d'informations contradictoires. Un voisin affirma avoir vu un jeune homme correspondant à la description près de la vieille usine, mais à une heure qui ne correspondait à aucun emploi du temps connu. Une femme mentionna une voiture noire garée à proximité du lycée quelques jours avant la disparition. Chaque indice semblait prometteur, mais aucun ne s'imbriquait parfaitement dans le puzzle. L'enquêteur comprit rapidement que la clé ne résidait pas seulement dans ces témoignages, mais dans la manière dont ils interagissaient avec les notes minutieuses de l'adolescent. Le journal révélait aussi un aspect troublant de l'adolescent, une conscience aiguë du danger, presque paranoïaque. Il notait des visages, des gestes, des conversations entendues dans les couloirs ou sur le chemin de l'école. On y lisait son inquiétude croissante pour des individus qu'il semblait soupçonner de suivre ses mouvements, ou du moins d'observer certains comportements de façon persistante. Ces détails, qui auraient pu sembler insignifiants à un adulte distrait, prenaient désormais un sens alarmant dans le contexte de sa disparition. L'enquêteur décida de revisiter chaque lieu mentionné dans le journal, la promenade le long du Rhône, les ruelles derrière la bibliothèque, la façade de l'usine abandonnée, tout devait être analysé avec une précision quasi obsessionnelle. Des traces presque invisibles étaient scrutées, des marques sur les murs, des empreintes de pas effacées ou à peine perceptibles sur le sol boueux. La ville, si familière pour ses habitants, révélait désormais ses ombres, ces zones d'ombre où les secrets se cachaient depuis des années, attendant qu'un regard attentif les découvre. Une révélation inattendue survint lorsqu'un ancien professeur, rappelé par le journal, fut interrogé. Il se souvenait de discussions bizarres, de l'attention particulière de l'adolescent pour certaines notes et certains objets de la bibliothèque, mais avait pensé, à l'époque, que ce n'étaient que les fantaisies d'un esprit curieux. À présent, ces observations, considérées comme anodines, prenaient une importance capitale. Le jeune garçon avait en fait consigné quelque chose que personne n'avait voulu voir. Le journal, jusque-là ignoré, devenait un outil de révélation, un fil qui reliait des événements apparemment disjoints en une séquence cohérente. Chaque nuit, les enquêteurs travaillaient sur les cartes, les horaires, les observations, mais la tension augmentait avec chaque moment qui passait sans résultat tangible. Les habitants du quartier, eux, ressentaient un mélange de curiosité et de peur. La ville semblait soudain plus dangereuse, plus incertaine. Les rues, les ponts et les escaliers prenaient une dimension presque théâtrale, comme si chaque lieu pouvait cacher une vérité que personne n'était prêt à affronter. Pendant ce temps, le journal révélait un dernier indice crucial. Un rendez-vous manqué, noté à la hâte, un lieu précis et un horaire précis. L'adolescent avait laissé un message crypté,
utilisant des mots anodins, mais dont la combinaison signifiait quelque chose de profond et d'urgent. L'enquêteur, après des heures de réflexion, comprit que ce détail pourrait briser le mur de silence derrière lequel la vérité s'était cachée. Le temps pressait et l'ombre de la disparition planait toujours sur Lyon, mais une lueur fragile d'espoir apparaissait à travers les pages jaunies et les mots griffonnés à la hâte. L'expérience des enquêteurs les poussait à repenser chaque théorie, chaque hypothèse. La logique froide de la police devait désormais dialoguer avec l'intuition et l'attention méticuleuse portée à un adolescent disparu. Les indices accumulés formaient un réseau complexe mais cohérent, une toile d'araignée où chaque fil pouvait révéler la cachette d'un secret, la localisation d'une absence ou l'identité d'un témoin inconnu jusqu'alors. À mesure que les jours s'écoulaient, le puzzle se précisait, mais l'urgence restait palpable. La ville continuait à vivre normalement, mais dans l'ombre des bureaux de police et des bibliothèques silencieuses, le drame prenait une dimension presque mythique. La disparition d'un adolescent se transformait en une enquête monumentale sur la vulnérabilité, la perspicacité et la ténacité humaine, et sur la capacité d'un jeune garçon à laisser derrière lui une trace qui, des années plus tard, guiderait vers la vérité. Les semaines passaient, mais chaque nouveau jour semblait plus lourd que le précédent. Lyon, avec ses façades ocre et ses ruelles pavées, gardait ses secrets derrière des rideaux fermés et des portes verrouillées. Pourtant, pour les enquêteurs, chaque détail, chaque murmure, chaque regard croisé devenait une pièce essentielle du puzzle. Le journal de l'adolescent n'était plus un simple carnet. Il était un miroir de sa vie intérieure, un témoin silencieux de la peur, de la curiosité et de l'intuition d'un jeune esprit confronté à quelque chose de plus grand que lui. Une révélation inattendue surgit lorsque l'enquêteur principal décida de retracer les derniers contacts connus de l'adolescent. Des appels téléphoniques, de courts messages, des emails effacés. Tout prenait une nouvelle signification lorsqu'il était replacé sur la carte mentale tracée à partir du journal. Des intersections autrefois anodines devenaient des points de rencontre potentiels. Des visages aperçus dans les cafés ou sur le chemin de l'école prenaient une dimension inquiétante, comme si certains habitants avaient été témoins de quelque chose qu'ils n'avaient jamais osé révéler. Le quartier autour de la bibliothèque se transforma en un lieu d'observation quasi militaire pour l'équipe d'enquêteurs. Chaque passage, chaque porte entr'ouverte, chaque fenêtre laissait entrevoir la possibilité d'un indice caché. La vieille usine à l'est de la ville, mentionnée à plusieurs reprises dans le journal, devint le centre d'une attention obsessionnelle. À l'intérieur, la poussière recouvrait les machines silencieuses, les murs étaient couverts de graffitis effacés à moitié, et l'air lui-même semblait chargé de secrets accumulés au fil des années. L'adolescent y avait laissé des traces imperceptibles pour un œil non averti, des marques de pas dans la poussière, des papiers pliés jetés dans un coin, et des objets apparemment banals, mais porteurs d'informations cruciales. La psyché des enquêteurs fut mise à l'épreuve. L'attention permanente, la répétition des interrogatoires et la lecture obsessionnelle du journal commençaient à peser lourdement. Les rêves étaient hantés par des images fragmentées. Le visage de l'adolescent, un banc vide, une ruelle sombre, un regard fuyant derrière un rideau. Chaque nuit, la frontière entre le réel et l'imaginaire semblait s'effriter, et l'enquête prenait la dimension d'un labyrinthe psychologique où chaque tournant pouvait révéler la vérité, ou un mensonge habilement dissimulé. Des témoins supplémentaires se présentèrent, certains avec hésitation, d'autres avec l'urgence de se libérer d'un poids longtemps gardé. Une bibliothécaire mentionna avoir vu l'adolescent discuter avec un homme étrange, vêtu d'un manteau sombre qui semblait s'intéresser de près à ses mouvements. Une voisine se rappela avoir aperçu une silhouette masculine attendant près de l'entrée du lycée à l'heure où il disparaissait habituellement. Ces détails, isolés, auraient pu paraître banals, mais combinés aux notes méticuleuses du journal, ils formaient désormais une trame inquiétante et cohérente. Chaque lieu de la ville révélait ses propres ombres. Le Rhône, dont les eaux froides reflétaient les lumières de la ville la nuit, devint un lieu central de l'enquête. L'adolescent y avait noté ses promenades, ses observations et parfois sa crainte. Les enquêteurs comprirent que les berges du fleuve, avec leurs recoins et escaliers cachés, avaient été des points d'observation ou des refuges pour lui. Des caméras de surveillance installées sur les quais, qui semblaient inutiles au premier abord, furent analysées image par image, permettant de détecter des silhouettes qui se mouvaient avec prudence, presque en évitant la visibilité. La famille, désormais plongée dans un état de veille permanent,
collaborait étroitement avec les forces de l'ordre. La mère en particulier se montrait à la fois vulnérable et implacable. Chaque téléphone, chaque message, chaque courrier était examiné avec une intensité quasi obsessionnelle. La peur de l'inconnu, de la vérité cachée derrière le silence de Lyon, pesait sur elle comme une chape de plomb. Son fils cadet, trop jeune pour comprendre, observait cette tension avec confusion, ressentant néanmoins la gravité de l'absence et la fragilité de la vie quotidienne désormais transformée en quête incessante de réponses. Les enquêteurs décidèrent de procéder à une série de fouilles méthodiques, en utilisant les indications cryptées du journal comme guide. Chaque ruelle, chaque cour, chaque coin de la ville fut scruté avec une précision presque chirurgicale. La ville, d'ordinaire familière, se transforma en un terrain d'investigation complexe, où l'ombre de chaque passant devenait une possibilité, et chaque bruit un indice potentiel. Les heures passées à analyser le moindre détail, à recouper les témoignages, à relier les points entre eux, créaient une tension presque insoutenable, et chaque découverte, même minime, pouvait modifier le cours de l'enquête. Le journal, cependant, restait la pièce maîtresse. Ces pages contenaient des indices que personne n'aurait cru significatifs, des dessins schématiques d'escaliers, des annotations sur des bancs précis, des noms codés qui ne devenaient compréhensibles qu'en combinant plusieurs passages. La clé, comprirent les enquêteurs, résidait dans la capacité à déchiffrer ces codes et à comprendre la logique interne de l'adolescent, sa manière de percevoir le monde et de se protéger d'un danger qu'il pressentait sans pouvoir le nommer. Un tournant se produisit lorsqu'un des enquêteurs, en relisant le journal à voix haute, remarqua un motif récurrent. Certaines lettres et certains symboles étaient soulignés ou encerclés, souvent à la fin des phrases. Cela formait un schéma subtil mais systématique, presque un langage secret. L'adolescent, dans sa peur et sa précaution, avait laissé un guide clair mais codé, un fil d'Ariane à suivre pour quiconque aurait la patience et la perspicacité de le comprendre. La tension monta d'un cran lorsque des témoins affirmèrent avoir entendu des cris étouffés, des sons que personne n'avait pris au sérieux à l'époque, mais qui, replacés dans le contexte de la disparition et des indications du journal, prenaient une dimension sinistre et révélatrice. La ville de Lyon, si vivante et animée, révélait désormais ces zones d'ombre, des lieux où la vérité avait été soigneusement dissimulée, attendant que quelqu'un, un jour, vienne la découvrir. Les nuits devinrent un théâtre de réflexion et de spéculation pour les enquêteurs. Chacun tentait de reconstruire mentalement les mouvements de l'adolescent, de comprendre ses interactions, de prévoir ses intentions, comme s'ils entraient dans l'esprit de ce jeune disparu pour y déceler le chemin vers la vérité. L'obsession pour les détails, l'intuition et la patience se transformaient en une arme contre le mystère qui semblait vouloir persister, défier toute tentative de résolution. Et c'est ainsi que, petit à petit, les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Le journal, les témoins, les lieux, les indices visuels et sonores. Tout convergea vers un réseau de révélations silencieuses, un maillage complexe qui transformait l'absence de l'adolescent en un récit de tensions extrêmes, de secrets et de découvertes. Chaque nouvel élément était une victoire contre l'obscurité, mais aussi un rappel que la vérité pouvait être plus douloureuse et complexe que ce que quiconque aurait pu imaginer. Le vent glacial continuait de balayer Lyon, mais à l'intérieur des bureaux de l'enquête, la chaleur était celle de l'obsession et de l'urgence. Chaque page du journal avait été analysée, chaque indice recoupé, et pourtant, l'ombre du mystère persistait. C'est à ce moment précis que des détails jusque-là négligés commencèrent à émerger, comme si le journal lui-même guidait les enquêteurs à travers un labyrinthe qu'ils n'avaient pas encore pleinement compris. Les symboles codés, les mots soulignés à peine visibles, les annotations à la marge, tout cela formait un langage secret, un message que seul l'adolescent, dans sa clairvoyance et sa peur, avait pu laisser. L'un des enquêteurs remarqua que certains lieux mentionnés dans le journal correspondaient à des incidents mineurs signalés dans la presse locale des semaines précédant la disparition, des vols insignifiants, des disputes de voisinage, des voitures garées de manière inhabituelle, tout semblait trivial à première vue. Mais recoupés avec les notes méticuleuses du jeune garçon, ces événements formaient un canevas inquiétant. Quelqu'un suivait ses mouvements, et cette personne ou ce groupe avait un plan soigneusement élaboré. L'adolescent avait senti ce danger, et dans son journal, il avait essayé de le documenter, comme une carte d'alerte silencieuse laissée à la postérité. La tension monta d'un cran lorsqu'un témoin clé, un ancien employé de la bibliothèque, fut localisé. Il se souvenait d'un homme qui venait régulièrement observer les livres et les journaux scolaires,
posant des questions étranges sur les horaires et les habitudes des élèves. À l'époque, cela n'avait suscité que de l'étonnement, mais dans le contexte de la disparition, ce détail prenait une importance cruciale. Les enquêteurs commencèrent à retracer les allées et venues de cet individu, essayant de comprendre s'il avait un lien direct avec l'adolescent disparu ou s'il faisait partie d'un réseau plus large opérant dans l'ombre de la ville. Le journal révélait également des aspects de la psychologie de l'adolescent, sa capacité à observer et analyser les comportements des adultes autour de lui. Il notait des attitudes, des regards, des gestes qui semblaient anodins, mais qui, dans sa logique interne, étaient des signaux d'alerte. Ces observations, au départ jugées enfantines, prenaient désormais une valeur exceptionnelle. Elles décrivaient un jeune garçon qui avait compris intuitivement qu'il était surveillé, qu'il se trouvait au centre d'une machination silencieuse. L'un des points tournants fut la découverte d'un passage secret mentionné à plusieurs reprises dans le journal, un petit couloir derrière la bibliothèque, à peine visible derrière des étagères et des meubles anciens, qui permettait de traverser la cour de l'école sans être vu. L'adolescent y avait noté des rendez-vous manqués, des observations furtives et même des messages codés laissés pour lui-même. Les enquêteurs réalisèrent que ce couloir n'était pas seulement un raccourci. Il était un lieu où l'adolescent avait tenté de documenter le danger qui le guettait. C'était comme si le journal et l'espace physique de la ville se répondaient mutuellement, formant une structure complexe que seule la perspicacité humaine pouvait démêler. Alors que la ville semblait dormir sous une couche de normalité apparente, les enquêteurs comprenaient que Lyon possédait ses propres zones d'ombre, ses passages secrets et ses habitants silencieux, tous complices involontaires ou témoins inconscients. La disparition de l'adolescent révélait non seulement la fragilité de sa vie, mais aussi la complexité du tissu social. Des secrets bien gardés, des regards qui se croisent sans jamais se rencontrer, et des indices que seul un esprit attentif pouvait relier. La mère, désormais épuisée mais implacable, participait activement à la reconstruction du puzzle. Chaque objet, chaque lettre, chaque photo, même la plus insignifiante, était analysée. Son intuition maternelle, combinée à l'expertise des enquêteurs, permit de découvrir que certaines observations du journal faisaient référence à des zones précises de la ville où des activités suspectes avaient été signalées. Des rencontres avec des inconnus, des véhicules stationnés à des heures inhabituelles, des comportements étranges dans les parcs et les rues. Tout était mis en perspective grâce à l'œil attentif et méthodique de ceux qui cherchaient la vérité. C'est alors qu'un autre détail crucial fut découvert. Une séquence de pages du journal, apparemment anodine, décrivait une série de marches et de détours que l'adolescent avait pris quotidiennement. Mais en replaçant ces chemins sur une carte de la ville, les enquêteurs remarquèrent un motif presque géométrique, un tracé qui semblait mener vers un lieu central, un point précis où toutes les observations convergeaient. C'était une révélation stupéfiante. L'adolescent, sans le savoir, avait laissé une carte de sa propre disparition. La tension psychologique atteignait désormais un niveau extrême. Les enquêteurs sentaient que chaque minute perdue pouvait effacer des preuves ou brouiller des indices essentiels. La ville de Lyon, avec sa vie apparemment ordinaire, était devenue un labyrinthe d'ombre, où chaque ruelle, chaque banc, chaque coin de rue pouvait contenir la clé de la vérité. Les enquêteurs savaient qu'ils approchaient d'un moment décisif, mais l'inconnu restait oppressant. Qui avait orchestré cette disparition, et pourquoi un adolescent si ordinaire avait-il été pris au piège de circonstances si obscures? Une nuit, alors que la pluie tombait doucement sur les pavés et que le Rhône reflétait des lueurs vacillantes, les enquêteurs décidèrent de suivre le schéma tracé dans le journal jusqu'à son point de convergence. Chaque pas était mesuré, chaque son amplifié par le silence oppressant de la ville endormie. Et c'est dans cette atmosphère, entre anticipation et peur, qu'ils comprirent que le journal n'était pas seulement un document. Il était le témoin silencieux de l'intelligence, de la clairvoyance et de la prudence d'un adolescent qui, même dans l'ombre du danger, avait su laisser derrière lui un chemin vers la vérité. Le matin se leva sur Lyon avec une lumière blafarde, filtrée par les nuages épais d'un hiver persistant. Pourtant, dans les bureaux de l'enquête, la lumière n'avait rien de naturel. Elle provenait des lampes fluorescentes, projetant des ombres tremblantes sur les murs couverts de cartes, de notes et de photographies. Le schéma dessiné à partir du journal de l'adolescent était désormais complet. Chaque lieu, chaque observation, chaque symbole codé avait trouvé sa place. Et au centre de ce labyrinthe se dessinait enfin un point d'ancrage, un lieu précis qui semblait détenir la réponse à toutes les questions. Ce lieu était la vieille usine abandonnée à l'est de Lyon, celle qui avait déjà attiré l'attention des enquêteurs.
Mais en scrutant les annotations du journal, ils comprirent que ce n'était pas un simple repère. C'était un espace où l'adolescent avait été observé, suivi et peut-être piégé. Les mots, les symboles, les lignes tracées avec soin sur les pages jaunies montraient un passage précis, un itinéraire calculé à la minute près, un rendez-vous manqué qui portait en lui la promesse d'une révélation cruciale. La décision fut prise de fouiller l'usine de fond en comble. Les enquêteurs pénétrèrent dans ce lieu silencieux où la poussière recouvrait les machines inertes et où chaque bruit résonnait comme un écho inquiétant. Les murs, couverts de graffitis effacés, semblaient témoigner d'un passé oublié. Mais pour ceux qui savaient lire les indices, ils devenaient le témoin de l'ombre qui planait depuis des mois. Chaque pièce, chaque recoin fut examiné avec minutie, à la recherche de traces que l'adolescent aurait pu laisser, de signes que l'auteur de sa disparition aurait pu oublier. C'est alors qu'un détail imperceptible fut découvert. Une empreinte sur le sol, à moitié effacée, comme si quelqu'un avait tenté de la masquer. L'empreinte était petite, délicate, mais distincte. Elle correspondait à la pointure d'un adolescent, confirmant que le jeune disparu avait bien pénétré dans ce lieu, peut-être pour s'y cacher ou pour y déposer une information. Mais l'ombre de l'adulte qui l'avait suivi restait présente, invisible, prête à agir si l'occasion se présentait. La tension dans l'air était palpable, et chaque pas devenait une immersion dans l'esprit d'un jeune garçon pris au piège de la ville et de ses secrets. En analysant de nouveau le journal, les enquêteurs réalisèrent que l'adolescent avait laissé des indications subtiles sur des objets spécifiques dans l'usine. Un tiroir rouillé, une caisse dissimulée derrière une pile de bois, une vieille armoire aux portes grinçantes. Ces objets, presque invisibles à l'œil non entraîné, étaient les points de repère qu'il avait choisis pour guider ceux qui viendraient après lui. Le journal devenait ainsi un guide codé, une carte de survie et d'intuition, transformant un simple carnet en un outil d'investigation essentiel. La famille, informée des découvertes, ressentit un mélange de soulagement et de terreur. L'adolescent n'était pas simplement disparu. Il avait anticipé son destin et avait trouvé un moyen de laisser derrière lui des indices qui pouvaient le retrouver. La mère, les mains tremblantes, feuilletait les pages du journal avec une intensité presque religieuse, cherchant à comprendre comment un si jeune esprit avait pu percevoir les dangers avec une telle clairvoyance. Le journal révélait aussi une autre facette troublante, des interactions avec un individu qu'il appelait simplement l'ombre. Les rencontres, les observations et les descriptions codées semblaient indiquer que quelqu'un l'avait surveillé, manipulé ou intimidé. L'identité de cette personne restait inconnue, mais la tension montait à mesure que les enquêteurs réalisaient qu'ils n'étaient pas simplement confrontés à une disparition accidentelle, mais à une machination préméditée, froide et méthodique. En poursuivant la fouille de l'usine, un bruit métallique attira l'attention. Derrière une vieille armoire, un compartiment dissimulé fut découvert. À l'intérieur, un objet qui semblait anodin à première vue. Un vieux journal de l'école, similaire à celui de l'adolescent, mais appartenant à un autre élève des années auparavant. Les pages étaient jaunies, les annotations cryptiques, mais certains symboles correspondaient à ceux laissés par le jeune disparu. C'était comme si le journal de l'adolescent n'était pas un cas isolé, mais une continuation d'un secret ancien, une transmission discrète de connaissances et d'avertissements à travers le temps. Cette découverte transforma radicalement l'enquête. L'adolescent n'avait pas seulement tenté de se protéger, il avait compris qu'il faisait partie d'un schéma plus vaste, d'un cycle de surveillance et de dissimulation dans lequel d'autres avaient été impliqués avant lui. Le journal était donc un lien entre le passé et le présent, entre des secrets anciens et la vérité qui enfin commençait à émerger. Chaque observation, chaque symbole, chaque indice codé révélait progressivement la personnalité de l'adolescent, une intelligence aiguë, une perception hors du commun et surtout un courage silencieux pour documenter ce qu'il pressentait sans pouvoir l'exprimer ouvertement. Les enquêteurs comprenaient que chaque minute passée à analyser ces notes les rapprochait de la compréhension de ce qui s'était réellement passé. Puis, un élément inattendu fit basculer l'enquête vers une nouvelle dimension. Une correspondance oubliée, trouvée dans un tiroir de l'usine, mentionnait un lieu précis en dehors de la ville, un endroit où les rendez-vous codés et les observations convergeaient. L'adolescent avait prévu, peut-être inconsciemment, qu'un jour quelqu'un suivrait ses indications et découvrirait ce lieu. Les enquêteurs réalisèrent que la clé de la disparition ne résidait plus seulement dans la ville, mais dans un espace liminal, un point où l'ombre et la lumière se croisaient, et où la vérité, enfin, pourrait être confrontée. L'excitation et l'appréhension
montait. Les indices s'alignaient progressivement, et la tension psychologique devenait presque tangible. Chaque pas vers la découverte finale était accompagné d'une peur subtile, celle de ce que l'on pourrait trouver, de l'ampleur de la vérité et des conséquences pour ceux qui avaient participé à cette disparition. La ville de Lyon, silencieuse et endormie, semblait observer les enquêteurs, ses ruelles et ses passages secrets complices d'un mystère trop longtemps gardé. Le jour déclinait sur Lyon et les ombres s'allongeaient, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Chaque ruelle, chaque pont, chaque façade familière semblait soudain être un décor pour un drame invisible. L'enquête, jusque-là cloisonnée dans les bureaux et les bibliothèques, se déplaçait désormais sur le terrain, là où l'adolescent avait laissé ses indices, là où l'ombre qui le suivait avait circulé sans être remarquée. Les enquêteurs comprenaient qu'ils étaient sur le point de franchir une frontière, celle où la simple collecte d'indices devenait confrontation avec la réalité de la disparition. L'usine abandonnée, avec ses recoins obscurs et ses compartiments cachés, était désormais une scène de tension presque palpable. Chaque pas soulevait un nuage de poussière et résonnait comme un avertissement. Les enquêteurs découvrirent des empreintes fraîches, presque imperceptibles mais indéniables, qui ne pouvaient appartenir qu'à une personne adulte. L'ombre était peut-être encore là, consciente que quelqu'un cherchait à comprendre ce qui s'était passé. Le frisson de l'inconnu parcourait les épines dorsales de tous ceux présents dans ce lieu silencieux. Le journal révélait maintenant un détail que personne n'avait encore déchiffré correctement. Une séquence de symboles répétés à plusieurs endroits, accompagnés de mots codés qui semblaient indiquer des lieux de rendez-vous spécifiques. L'adolescent, dans sa prudence, avait conçu un système complexe pour signaler à distance ses mouvements et ceux de l'ombre, comme si chaque page était une fenêtre sur une poursuite invisible. Les enquêteurs se rendirent compte que comprendre ce code était essentiel pour anticiper le prochain pas de l'adulte qui avait orchestré cette disparition. Alors qu'ils continuaient à examiner le lieu, une découverte macabre mais essentielle se présenta. Un objet personnel de l'adolescent, soigneusement dissimulé mais identifiable, qui confirmait sa présence dans un endroit précis à une date précise. L'objet portait des traces de manipulation, mais pas celles d'une violence directe. C'était un message silencieux, un appel à être retrouvé, une preuve que l'adolescent avait tenté de guider ceux qui le cherchaient, malgré la peur et l'angoisse qui l'avaient accompagné. La psyché des enquêteurs commençait à ressentir le poids de l'angoisse et de la proximité du danger. L'ombre n'était pas un concept abstrait, elle représentait la menace constante, le lien entre la disparition et la réalité d'un prédateur méthodique. Les nuits sans sommeil, les heures passées à recouper les indices et à analyser les annotations du journal avaient préparé les enquêteurs à ce moment. La confrontation imminente avec la logique froide et calculatrice d'un adulte, prêt à tout pour rester invisible. La carte mentale du journal commença à révéler un schéma presque géométrique. Certains lieux avaient été choisis avec précision pour permettre à l'adolescent de se déplacer et observer sans être vu, pour documenter ses peurs et laisser des indices. Les enquêteurs réalisèrent que l'adolescent avait anticipé les mouvements de l'ombre avec une perspicacité étonnante. Chaque symbole codé, chaque annotation, chaque détour était un témoignage de son intelligence et de son instinct de survie, une manière de résister à l'invisible qui le traquait. Un témoin crucial fut localisé grâce aux indices du journal. Un voisin discret qui avait observé l'adolescent et l'homme mystérieux depuis sa fenêtre. Ces souvenirs, vagues au premier abord, prirent une dimension terrifiante une fois recoupés avec le journal. Il décrivit des conversations à voix basse, des gestes menaçants, des véhicules inconnus. Ces détails semblaient insignifiants à l'époque, mais à présent, ils fournissaient une cartographie du danger, un réseau invisible où l'adolescent et l'ombre avaient évolué, se croisant et se défiant dans une danse silencieuse et dangereuse. Les enquêteurs comprirent que le prochain mouvement devait être précis et méthodique. Chaque étape du journal, chaque repère dans la ville, chaque indice découvert dans l'usine conduisait à un lieu particulier, un endroit où la confrontation avec la vérité était inévitable. Le temps pressait. L'ombre n'était pas simplement une mémoire ou une trace, mais un acteur actif, capable de modifier le cours de l'enquête et de disparaître à nouveau. Alors que la nuit tombait, l'équipe se dirigea vers le dernier point indiqué par le journal, un lieu en périphérie de Lyon, isolé et presque invisible. Le cœur battant, chacun ressentait l'intensité du moment. Ce n'était plus seulement une enquête,
mais une immersion dans la psyché d'un adolescent et la logique d'un prédateur. Les détails, longtemps accumulés et analysés, prenaient désormais un sens, transformant la ville en un théâtre de révélation où chaque pas pouvait dévoiler un secret crucial ou confirmer une hypothèse longtemps suspectée. La pluie commença à tomber, fine et persistante, ajoutant une tension presque cinématographique à la scène. Les enquêteurs avancèrent avec prudence, conscients que l'ombre pouvait être présente et que chaque bruit, chaque reflet, chaque ombre sur le sol pouvait être la manifestation d'une menace invisible. Le journal, fidèle guide, fournissait une séquence claire à suivre et chaque pas rapprochait un peu plus de la confrontation avec la réalité. Et puis, enfin, un indice tangible apparut. Des traces de pas récentes menant vers un petit bâtiment isolé, abandonné mais intact. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une tension presque palpable. Les enquêteurs sentirent que ce lieu avait été le théâtre de rencontres furtives, d'observations, et peut-être d'un affrontement silencieux entre l'adolescent et l'ombre. Tout convergeait ici, le journal, les témoignages, les indices physiques, et surtout la certitude que la vérité allait bientôt émerger dans toute sa complexité et son intensité. L'air à l'intérieur du petit bâtiment isolé était presque irrespirable. Une odeur de poussière, de bois humide et de métal froid emplissait l'espace, tandis que les faisceaux des lampes torches balayaient chaque recoin. Les enquêteurs savaient que ce moment était crucial. Le journal les avait conduits ici, chaque symbole, chaque annotation codée les avait préparés à cette confrontation ultime. L'ombre, qui jusque-là n'avait été qu'une présence insaisissable, devenait désormais tangible, réelle, et l'intensité de l'instant se transformait en une tension presque palpable. Chaque pas résonnait sur le sol de béton comme un battement de cœur synchronisé avec l'angoisse qui étreignait l'équipe. Des papiers jonchaient le sol, témoins silencieux d'une activité récente. Des objets familiers, reconnaissables dans le journal de l'adolescent, confirmaient qu'il avait été là et que l'adulte qui l'avait traqué était passé non loin de ces lieux. Les enquêteurs avançaient avec prudence, conscients que l'ombre pourrait surgir à tout instant et que chaque mouvement devait être calculé avec précision. Puis, dans un coin à peine éclairé, un détail attira l'attention. Une porte dissimulée derrière un rideau de toile sale. Elle semblait plus récente que le reste du bâtiment, comme si quelqu'un avait voulu la camoufler, mais n'avait pas anticipé l'examen minutieux des enquêteurs. Le journal de l'adolescent mentionnait ce type de cachette, un endroit où l'observation et la documentation pouvaient se faire en toute sécurité, mais également un lieu où l'on pouvait dissimuler des objets essentiels. L'équipe s'approcha avec une combinaison de prudence et de détermination. L'ouverture de la porte révéla un espace réduit, presque étouffant, avec des murs couverts de notes, de croquis et de symboles. Au centre, un bureau avec des objets personnels de l'adolescent, son carnet, une lampe à huile et une série de photographies. Mais la découverte la plus saisissante fut celle d'une silhouette figée dans l'ombre, un homme, immobile, observant silencieusement la scène. C'était l'ombre. Son visage, dur et impassible, trahissait l'expérience et la détermination. L'instant était chargé de tension. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, comme si le temps lui-même retenait son souffle. L'enquêteur principal fit un pas en avant, la voix ferme mais mesurée. « Nous savons tout. Les journaux, les témoins, les traces, tout mène ici. Il est temps de parler. » L'ombre ne bougea pas, mais ses yeux trahissaient une étincelle de surprise, peut-être même de crainte. L'adulte savait que le réseau de preuves méticuleusement documenté par l'adolescent et analysé par les enquêteurs le rendait vulnérable pour la première fois. La logique et la précision du journal avaient créé un piège intellectuel aussi impitoyable que subtil. Dans ce silence chargé, les enquêteurs commencèrent à exposer les faits, décrivant la cartographie des déplacements, les symboles codés et les indices laissés par l'adolescent. Chaque révélation était une lame qui découpait le voile d'ombre, exposant les mensonges et les manipulations de l'adulte. Les preuves s'accumulaient, implacables, laissant peu de place à l'échappatoire. L'ombre, confrontée à la cohérence et à la précision de l'enquête, commença à vaciller, cherchant désespérément une issue, mais réalisant que chaque geste, chaque mot avait été anticipé et documenté. Puis vint le moment clé. L'un des enquêteurs sortit le journal original de l'adolescent et pointa les passages codés qui correspondaient exactement à la disposition du bâtiment. L'ombre tenta un geste, mais l'équipe était préparée. Les symboles, les annotations et les indications géographiques transformaient maintenant l'espace physique
en un labyrinthe que seul l'adolescent avait compris et que les enquêteurs maîtrisaient parfaitement grâce à sa perspicacité. L'adulte était pris au piège dans un schéma qu'il n'avait pas prévu. La tension monta d'un cran lorsque l'ombre murmura enfin, révélant des bribes de son identité et de ses motivations. L'homme était connu des autorités pour des incidents mineurs et des comportements inquiétants, mais jamais pour une disparition de cette ampleur. Son obsession pour l'adolescent et sa fascination pour le journal avaient conduit à cette machination, un jeu de pouvoir et de contrôle où la vie d'un jeune garçon avait été compromise. Chaque mot prononcé confirmait ce que le journal avait laissé entendre depuis le début. L'adolescent avait été conscient du danger et avait anticipé les mouvements de son poursuivant avec une intelligence exceptionnelle. Alors que la confrontation se poursuivait, l'atmosphère atteignait son paroxysme. L'adulte, acculé par la logique des indices et l'évidence des témoignages, avoua certaines actions, mais d'autres restèrent enveloppées de mystères, illustrant la complexité de la nature humaine et la capacité de certains à dissimuler la vérité même sous la lumière la plus crue. L'adolescent, par son journal, avait transformé la peur en arme, la documentation en bouclier et l'ombre en cible d'une justice méthodique. La scène se termina avec l'arrestation de l'adulte. Méthodique mais silencieuse, chaque geste calculé pour éviter toute violence supplémentaire. Les enquêteurs, épuisés mais triomphants, comprirent que le journal avait non seulement conduit à la révélation de la vérité, mais avait aussi servi de protection, un témoin invisible de la détermination d'un adolescent à ne pas disparaître dans l'oubli. La ville de Lyon, ses rues et ses bâtiments avaient été le théâtre de ce duel silencieux entre l'ombre et la lumière, et le journal, humble et discret, avait été l'arme décisive. Dans le calme qui suivit, la mère de l'adolescent put enfin pénétrer dans le bâtiment. La reconnaissance, la peur et l'incrédulité se mêlèrent sur son visage. Elle saisit le journal, le feuilleta doucement et comprit l'ampleur de la force mentale de son fils. Chaque symbole, chaque annotation, chaque détail était maintenant une preuve tangible de sa survie, de sa clairvoyance et de son courage. Lyon, silencieuse sous le ciel sombre, avait finalement livré une partie de ses secrets. Mais le poids de l'expérience et le frisson de l'ombre demeuraient gravés dans la mémoire de ceux qui avaient suivi la piste. La pluie s'était arrêtée, laissant place à un silence lourd, presque palpable, qui enveloppait le bâtiment isolé et les ruelles alentours. Chaque pas, chaque souffle des enquêteurs semblait résonner dans l'air immobile de la périphérie de Lyon. Le journal de l'adolescent, tenu précieusement par sa mère, servait de pont entre le passé et le présent, un guide qui avait permis de dévoiler l'ombre et de confronter la réalité. Mais la tension ne s'était pas dissipée. Il restait à comprendre l'ampleur de la machination, le nombre de complicités, et surtout les raisons profondes de cette disparition. L'ombre, désormais sous contrôle, était interrogée avec une rigueur implacable. Chaque question, chaque réponse, chaque silence révélait des strates de vérité. Des rencontres planifiées, des observations minutieuses, des déplacements calculés pour ne laisser aucune trace. L'adolescent n'avait pas été victime de hasard. Il avait été pris dans un réseau de surveillance et de manipulation qui s'étendait sur des semaines, peut-être des mois. Les enquêteurs commencèrent à relier les événements passés aux indices révélés dans le journal, des interactions anodines avec des voisins, des objets déplacés dans la bibliothèque, des rendez-vous manqués signalés par des annotations codées. Tout prenait enfin sens dans une logique froide et méthodique. La mère, observant la scène, comprenait que le courage de son fils avait été la clé de sa survie et de la révélation de la vérité. Chaque page du journal témoignait non seulement de son intelligence, mais aussi de sa clairvoyance et de son instinct de survie. L'adolescent avait anticipé chaque mouvement, chaque menace, chaque possibilité que l'ombre pourrait exploiter pour le piéger. Dans ce silence chargé de tension, la force du document et de la mémoire de l'adolescent se manifestait avec une puissance presque tangible. Une nouvelle série d'indices permit de retracer les allées et venues de l'ombre au cours des semaines précédant la disparition. Les enquêteurs découvrirent des enregistrements, des notes et des objets soigneusement cachés dans des lieux publics et privés de la ville. Tout indiquait une préméditation méthodique. L'adolescent n'avait été qu'un témoin involontaire et une cible pour un individu obsédé par le contrôle et la surveillance. Chaque élément venait confirmer la nécessité d'une intervention rapide et coordonnée pour éviter que d'autres victimes ne soient concernées. Le journal révélait également une dimension psychologique profondément troublante. Les observations de l'adolescent sur les comportements humains, sur la manipulation et sur la peur décrivaient un jeune esprit qui avait compris la nature humaine dans sa complexité et sa cruauté.
Ces annotations ne se limitaient pas à la documentation factuelle, mais portaient une analyse subtile de la menace, des failles de l'adulte et des points faibles de sa stratégie. Chaque symbole codé, chaque mot souligné, chaque ligne tracée était une fenêtre sur la perception lucide d'un adolescent confronté à l'ombre de la violence. La confrontation finale avec l'ombre révéla la totalité de la machination. L'homme avoua avoir suivi le jeune garçon, anticipé ses mouvements et tenté d'exploiter ses failles. Mais il ne pouvait ignorer la sophistication de la stratégie de l'adolescent. Le journal, véritable extension de sa pensée, avait anticipé chaque action et laissé derrière lui une piste infaillible. L'ombre, impuissante face à la rigueur et à la précision des preuves, comprit qu'il avait été déjoué par un esprit qu'il avait sous-estimé. La scène finale dans le bâtiment isolé fut empreinte d'un mélange de soulagement, d'incrédulité et d'une émotion presque palpable. L'adolescent, bien que jeune et vulnérable, avait transformé la peur en une force protectrice. Les enquêteurs, témoins de cette intelligence et de ce courage, ressentaient à la fois l'admiration et la gravité de ce qui venait de se dérouler. La ville de Lyon, silencieuse et endormie sous un ciel étoilé, semblait témoigner de la victoire de la perspicacité et de la vigilance sur l'ombre et le danger. Les suites judiciaires furent immédiates et rigoureuses. L'ombre fut inculpée pour harcèlement, mise en danger de mineurs et tentative de manipulation. Les preuves accumulées grâce au journal et aux investigations minutieuses constituèrent un dossier accablant. Mais au-delà de la dimension légale, c'était la force psychologique et la lucidité de l'adolescent qui fascinaient tous ceux impliqués dans l'enquête. Il avait su utiliser la documentation, l'observation et la stratégie pour protéger sa vie et guider les enquêteurs vers la vérité. L'adolescent retrouva progressivement sa vie normale, mais la mémoire de cette période resta gravée en lui et dans la conscience de sa famille. Chaque page du journal devenait un témoignage vivant de courage et de clairvoyance, un rappel de la capacité humaine à transformer la peur en connaissance, la menace en stratégie et le danger en révélation. Les enquêteurs, eux, comprirent que ce qu'ils avaient vécu allait au-delà d'une simple disparition. C'était une leçon sur l'intelligence, la détermination et la complexité de la nature humaine. Et lorsque Lyon retrouva son calme, les ruelles, les parcs et les bâtiments semblaient désormais chargés d'une nouvelle signification. Les lieux observés, les passages secrets découverts, les indices codés et les rencontres furtives formaient un réseau invisible mais indélébile, témoignant de la capacité d'un adolescent à comprendre et à naviguer dans les ombres et de la vigilance nécessaire pour déjouer ceux qui se cachent dans le silence. Le journal, humble et discret, restait le symbole de cette victoire de l'intelligence sur la peur, de la lumière sur l'ombre et de la vérité sur le mensonge. Le soleil se leva sur Lyon avec une lumière douce mais implacable, comme pour rappeler à tous que la ville continuait, malgré les ombres qui l'avaient parcourue. Le calme matinal contrastait avec les semaines de tension, de mystère et de peur qui avaient enveloppé cette affaire. Le journal de l'adolescent, désormais entre les mains de sa famille et des enquêteurs, restait un témoin silencieux mais vibrant de la vérité révélée. Chaque page, chaque annotation codée, chaque symbole était un fragment de courage et de perspicacité, un écho de l'intelligence d'un jeune garçon confronté à la cruauté et à la manipulation. L'ombre, après son arrestation et son inculpation, avait été confrontée à ces actes dans la lumière impitoyable de la justice. Les procédures légales avancèrent rapidement, mais ce qui marqua profondément tous ceux impliqués fut la manière dont l'adolescent avait anticipé chaque menace et chaque mouvement. La ville elle-même, ses bâtiments, ses rues et ses ponts semblaient avoir été le théâtre d'une lutte silencieuse entre l'ombre et la lumière. Un duel où la connaissance et la prévoyance avaient triomphé de la peur. La mère, tenant encore le journal, relut les pages avec une émotion contenue mais intense. Chaque détail révélait non seulement la présence constante de l'ombre, mais aussi l'ingéniosité et la clairvoyance de son fils. Les symboles, les notes et les indices n'étaient pas de simples annotations. Ils formaient une carte mentale complexe, un réseau d'observation et de protection, et surtout une preuve irréfutable que l'adolescent avait navigué avec intelligence et courage dans l'univers de l'invisible. Les enquêteurs, eux, se remémoraient les moments de tension, les découvertes inattendues et les nuits blanches passées à recouper les indices. La révélation finale de l'identité de l'ombre et la confrontation dans le bâtiment isolé avaient été autant un triomphe intellectuel qu'une délivrance émotionnelle.
La stratégie de l'adolescent avait permis de transformer un mystère apparemment insoluble en une victoire méthodique sur la peur et l'incertitude. Mais au-delà des aspects judiciaires et logistiques, ce fut l'ampleur humaine qui frappa le plus les témoins et les participants de cette enquête. L'adolescent avait non seulement survécu à une menace réelle et persistante, mais il avait aussi su documenter la vérité de manière à protéger sa vie et à guider ceux qui viendraient après lui. La tension, la peur et la manipulation s'étaient transformées en un outil de révélation et de justice, démontrant la puissance d'un esprit jeune mais exceptionnellement lucide. Dans les semaines qui suivirent, la ville retrouva un rythme plus calme. Les lieux fréquentés par l'adolescent et l'ombre redevenaient ordinaires, mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, chaque ruelle, chaque pont, chaque bâtiment portait désormais le souvenir d'un affrontement silencieux entre le danger et la perspicacité. Le journal fut conservé comme preuve historique, mais aussi comme témoignage vivant de la capacité humaine à transformer la peur en action, la menace en connaissance et la manipulation en révélation. Le dernier geste de la mère fut de replacer le journal sur l'étagère, entre des livres ordinaires, mais avec un respect et une gravité qui témoignaient de la valeur exceptionnelle de ce document. L'adolescent, enfin libéré de la menace de l'ombre, commençait à retrouver un semblant de normalité, mais son expérience avait laissé une empreinte indélébile sur sa psyché et sur celle de tous ceux qui avaient suivi cette enquête. Lyon, silencieuse sous le ciel clair, portait désormais en elle le souvenir de cette lutte invisible et de la victoire de l'intelligence et du courage sur la manipulation et la peur. Et tandis que le soleil baignait la ville de sa lumière froide et rassurante, une conscience collective se forma. La vérité, même longtemps cachée, finit toujours par émerger. Les ombres reculent face à la perspicacité, les secrets se dévoilent sous la lumière du courage, et la justice, bien que lente et laborieuse, peut se frayer un chemin à travers le voile de l'incertitude. Le journal, humble témoin d'une bataille silencieuse, demeurait le symbole de cette victoire et de la force silencieuse de ceux qui osent observer, comprendre et agir malgré la peur. Dans cette dernière scène, Lyon respirait à nouveau, mais l'histoire demeurait gravée dans ses murs et dans les mémoires. Celle d'un adolescent qui avait su transformer l'ombre en lumière, la peur en connaissance et la disparition en révélation. Un rappel permanent que même dans les ténèbres les plus profondes, la vérité peut éclore, implacable, méthodique et inébranlable.